Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de Battleground. On parlera de ce qui s'est passé à Battleground, mais pas seulement, on parlera de ce qui s'est passé à Raw puis à SmackDown et des matchs, et oui, puisque nous avons déjà des matchs annoncés pour le prochain pay-per-view de la WWE, j'ai nommé SummerSlam qui aura lieu dans un peu plus de 5 semaines. Donc le pré-show, on commence par le pré-show, c'était un match entre R-Truth et King Barrett pour savoir qui allait avoir cette couronne. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir de photos. J'ai bien peur qu'on n'ait plus jamais de photos pour les pré-shows, mais que voulez-vous, on va quand même faire le résumé du match. Donc R-Truth contre King Barrett, déjà premier point à noter, c'est que le match était assez long pour un pré-show. De belles actions de R-Truth et de King Barrett. Personnellement, j'ai bien apprécié le match. Victoire de King Barrett avec le Bull Hammer. Alors, c'est un petit peu en contradiction avec les rumeurs comme quoi ça allait pas très fort entre lui et la WWE. Il y avait certaines rumeurs qui disaient aussi qu'il allait carrément perdre le match et que ça allait être R-Truth le nouveau roi, le King of the Ring. Et en fait, que nenni, puisque c'est Banius Barrett qui a gagné, enfin plutôt King Barrett, qui a gagné ce match. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié ce match. Je l'ai trouvé assez long. J'ai trouvé que de part et d'autre, on a eu de bonnes choses. Donc, pas grand-chose à dire. Je vais lui donner un petit 6 parce que c'était pas non plus le match du siècle. Mais pour un pré-show, eh bien, c'était, on va dire, un match suffisant. On commence avec le match d'opener. Et évidemment, ils ont mis Randy Orton contre Sheamus, le guerrier celte, Mr. Money in the Bank. Et évidemment, on était dans la ville de Randy Orton à Saint-Louis. Alors, le match en lui-même, le début est un petit peu lent. C'était viens, si tu veux m'attraper, viens, je suis là. C'était un petit peu je te cherche, tu me trouves pas. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu lent. Heureusement, il y avait le public, j'ai envie de vous dire, parce que ça, évidemment, ils ont soutenu l'enfant chéri du pays. La fin m'a un peu dérangé, à savoir que Sheamus a fait une prise de soumission à Randy Orton. Et là, Randy Orton, comme si de rien n'était, Sheamus s'approche, paf, RKO, 1, 2, 3, c'est fini, c'est plié. Alors, ce qui m'a dérangé, c'est que ça avait rien à voir avec aussi la rivalité. Puisque la rivalité, on nous avait vendu ça comme un mec avec de l'aigreur, je suis Mr. Money in the Bank à ta place, c'est moi le vrai entertainment et pas toi. Et en fait, dans ce match, c'était juste un match simple. Il n'y avait pas toute cette agressivité, ou sinon par parcimonie. Moi, j'aurais préféré qu'on ait de l'agressivité du début à la fin, et pas que par petite dose, par petite touche. Bon, victoire de Randy Orton, le match n'était pas non plus tout dégueulasse. Je vais lui donner un petit 6 parce que c'était quand même un bon match, hein, faut pas se mentir. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir plus de choses. Je sais pas quoi, mais avoir un truc en plus. Le match suivant, c'était les matchs pour les ceintures par équipe entre les New Day et les Primetime Players. Le match revanche. Autant vous dire que c'était mieux que le premier match. En même temps, ça pouvait pas être difficile parce que le premier match, ils l'ont plié en deux et c'était du n'importe quoi. Le moins, c'est Xavier Woods qui, évidemment, n'arrête pas de gueuler aux abords du ring. Résultat, mon regard était plus attiré vers Xavier Woods qui arrêtait pas de dire des conneries que le match en lui-même, alors qu'on a eu de belles choses, notamment ce splash de Biggie en dehors du ring. Moi, j'ai apprécié. Et j'ai trouvé ça dommage parce que pour une fois qu'on avait un match pas trop pas trop dégueulasse justement, c'était un petit peu dérangeant que Xavier soit là en train de gueuler victoire et conservation des titres des Primetime Players et pas des New Day. Voilà, pas grand chose à en dire de plus. Un 6 parce que le match était quand même pas mal, mais il n'y aurait pas eu Xavier Woods, ça m'aurait pas dérangé. Le match suivant, c'était un match contre Roman Reigns et Bray Wyatt. Alors là aussi, c'était le début, c'était assez catastrophique. Le match était lent. C'était chiant, oh là là. Mais je me suis dit, non, mais j'espère qu'ils vont pas faire tout le match comme ça. Heureusement, ça s'est décanté, mais pour moi, trop tard. Et Roman Reigns a subi les 3 quarts du match. On l'a pas vu. Ça m'a dérangé un petit peu, même si j'aime pas trop Roman Reigns, ça m'a dérangé qu'on le fasse subir comme ça. Et alors là, la fin, mais c'est...
Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Luke Harper qui intervient. Alors, pour ceux qui veulent pas être spoilés de ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown et de la possible rivalité et du possible match qui aura lieu à SummerSlam, bouchez-vous les oreilles, je vous dirai quand vous pourriez... ou sinon, passez pour voir le match suivant, parce que sinon, là, vous êtes spoilés en masse. Donc, pourquoi Luke Harper est intervenu? Tout simplement, et ça s'est confirmé à Raw et à SmackDown, puisqu'à Raw, Luke Harper a eu un match contre Roman Reigns, évidemment, il a perdu par disqualification parce que Bray Wyatt est intervenu. Et à SmackDown, nous avons eu Dean Ambrose contre Sheamus avec l'intervention de Bray Wyatt. Donc ça signifie une chose. Ça signifie que la rivalité Roman Reigns-Bray Wyatt est pas finie. Et ça signifie que nous aurons un match Dean Ambrose-Roman Reigns contre Bray Wyatt et Luke Harper. L'information, c'est qu'on aura un match 3 contre 3 et pas 2 contre 2. Normalement, au début, ça devait être Bray Wyatt, Luke Harper et Eric Rowan contre Roman Reigns, Dean Ambrose et Sting. Le retour de Sting. Et, comme vous le savez, Eric Rowan est blessé. Mais en fin de compte, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le remplacer par le 4e membre du Shield. Il y a eu certaines rumeurs comme quoi le 4e membre du Shield viendrait. Et en fin de compte, il prendrait la place d'Eric Rowan parce que Eric Rowan ne sera pas présent à SummerSlam. Et donc on aurait Bray Wyatt, Luke Harper et le 4e membre, pas du Shield mais de la Wyatt Family, pardon, contre justement le Shield du Shield, Dean Ambrose, Roman Reigns et Sting. Le retour de Sting qu'on nous a spoilé en masse. Et après, comme si de rien n'était, chut, c'est une surprise. Et je sais pas si Sting sera là pendant ces 5 semaines ou s'ils vont le faire intervenir à la dernière minute, que je trouverais ça dommage parce que j'espère qu'ils vont faire un peu comme la rivalité entre l'Undertaker et Bray Wyatt et que ce sera un petit peu la même chose avec Sting et Bray Wyatt parce que ça mérite qu'on s'y attarde et de pas nous pondre ça à la dernière minute. J'ai un petit peu peur que ce soit le cas parce que et ça c'est lié au main event, donc je vous en reparlerai lors du main event de pourquoi j'ai un petit peu peur que malheureusement Sting soit un petit peu lâché comme un cheveu sur la soupe, genre le dernier Raw avant SummerSlam. Donc le match en lui-même, heureusement la fin c'était un petit peu mieux, c'était un peu plus punchy. Et le fait que Luke Harper intervienne et que Bray Wyatt gagne par l'intervention, bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, je me suis dit pourquoi à ce moment-là, Dean Ambrose n'est pas intervenu dans le match, de faire gagner Bray Wyatt et que Luke Harper vienne après et que Dean Ambrose vienne. Et pourquoi ils n'ont pas fait ça que d'attendre le lendemain? Je ne sais pas. En tout cas, le match en lui-même, écoutez, oui, 6 aussi, c'était pas non plus... C'était juste le début où c'était hyper lent, après ça a été un petit peu mieux. Et sinon, pas grand-chose à en dire de plus. Le match suivant, alors c'était le match qui remplaçait le match pour le titre intercontinental, parce que, vous le savez, Ryback est blessé à son niveau du genou, c'est un staphylocoque doré qu'il a. Et donc on nous a sorti les divas, donc c'était Brie Bella contre Charlotte contre Sasha Banks, victoire de Charlotte. Et là j'ai envie de dire, on a vu la différence de niveau flagrante entre NXT et Raw. Mais c'était tellement flagrante que Brie Bella, la pauvre, on voyait bien qu'elle était vraiment à la ramasse quoi. Et le deuxième chose aussi qui m'a choqué, pourquoi avoir mis les autres 4 choses en avant, à savoir Paige, Nikki Bella, Alicia Fox, Tamina et Naomi, si c'est pour qu'elles n'interviennent pas dans le match. Elles n'ont servi strictement à rien. Des potiches, quoi. Donc ça m'a dérangé qu'elles n'interviennent pas. Je me suis dit, pourquoi les faire venir si c'est pas pour intervenir, mettre un pied sous la corde et tout ça, et que ça se bat ou au moins que ça se bat en catfight à l'extérieur du ring. Donc j'ai trouvé ça dommage. Sinon le match en lui-même, c'est vu, on a bien vu que NXT c'était vraiment au-dessus du lot. D'ailleurs le public ne s'y est pas trompé parce qu'on a eu des chants d'NXT.
On a bien vu que, comme nous disait Stephanie McMahon, c'était le renouveau de la division des divas parce que enfin elles vont être remises en avant. Et ça s'est confirmé à Raw avec 2 matchs, et oui, pas un, mais 2 matchs de divas. À SmackDown, où on a aussi eu un match de divas. À mon avis, pour SummerSlam, vous y couperez pas, nous aurons plutôt un match de divas. Moi, j'aimerais bien qu'à SummerSlam, on ait Team Bella contre Team Bad. Beautiful and Dangerous, la team de Tamina, Naomi et Sasha Banks contre la team Paige avec Paige, Becky Lynch et Charlotte. Voilà, j'aimerais qu'on ait ça. En plus, ça permet à Nikki Bella de pas défendre sa ceinture. On sait d'ores et déjà qu'elle gardera sa ceinture aussi longtemps que AJ Lee pour dépasser son record. Et je me suis renseignée, AJ Lee, pour que Nikki Bella soit au même nombre de jours que AJ Lee, faut qu'elle soit championne jusqu'à la nuit des champions. Donc pour ceux qui se disent c'est bientôt fini, ben faut attendre au moins la nuit des champions. Et je me dis, est-ce qu'ils vont pas faire les salauds au point que moi ça m'étonnerait qu'elles perdent juste après. Ça m'étonnerait parce que ce serait tellement flagrant qu'ils ont fait ça juste pour effacer AJ Lee que je me dis, à mon avis, ils vont le poursuivre un mois supplémentaire parce qu'on n'est plus à un mois près, voilà. Quand on est avec cette ceinture d'aussi longtemps, un mois en plus ou un mois en moins, voilà, ça n'a pas beaucoup. Voilà, on n'est plus à un mois près. Hein. On sait tellement qu'ils font ça pour rayer AJ Lee, pour la dépasser en rapport évidemment avec CM Punk. Donc c'est tellement évident que ça m'étonnerait qu'elle perde la ceinture tout de suite après, genre paf, elle a battu le record, paf, le lendemain elle perd la ceinture. Ça m'étonnerait. Ou sinon ils pourront carrément faire ça et même pas se le cacher. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, ils se le cachent pas du tout. Donc le match était quand même bien, même si pour moi le fait que les autres n'interviennent pas, ben j'ai pas trop compris pourquoi ils étaient là. Et la différence de niveau, même moi qui suis pas NXT, j'ai bien vu qu'il y avait une différence de niveau. Victoire de Charlotte, comme Sasha Banks est championne NXT actuellement, c'est un petit peu normal que ce soit Charlotte, surtout qu'il y avait certaines rumeurs, et ça depuis WrestleMania, que c'était elle, que ce serait elle la future championne des divas après Nikki. Donc c'est normal qu'ils commencent à la mettre en avant dès aujourd'hui. On continue avec l'avant-dernier match, et oui, ce sera un bilan assez court. Le main event sera un peu plus long. Entre le match qui a fait le plus parler de lui sur les réseaux sociaux avec le main event, c'est John Cena qui remettait en jeu sa ceinture des États-Unis contre Kevin Owens. Donc le match, j'ai trouvé moins bien que les précédents, mais il était quand même bien. On va pas se mentir. J'ai trouvé moins bien parce qu'au début j'avais l'impression que John Cena il était là en train de subir alors que Kevin Owens avait juste fait une prise. Je me suis dit ah non ça y est c'est reparti, John Cena qui va subir et ça m'a un peu dérangé parce que juste hop je te touche une fois paf t'es déjà à terre j'en peux plus. Voilà, moi ça me dérange quoi parce que c'est quand même John Cena quoi donc c'est pas crédible le fait qu'il passe la moitié de son temps par terre quoi. Donc voilà, ça m'a dérangé. Heureusement, ils n'ont pas fait construire tout le match comme ça. Victoire et conservation du titre par John Cena. Autant dire que ça, c'est pas ce qui m'a le plus choqué. Et ce qui n'a pas le plus choqué les gens. Ce qui a le plus choqué, évidemment, et ça tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, c'est que John Cena ait gagné. Et oui, attention, j'espère que vous êtes assis. Par soumission. Et alors là, évidemment, ça rage. Hein, oui, encore John Cena, encore un jeune qui abandonne. Oui, bref. Alors, si vous avez suivi Raw et SmackDown, surtout SmackDown, vous aurez compris que ça n'a pas entaché la crédibilité de Kevin Owens, puisque Kevin Owens a dit qu'il faisait ça par rapport à lui et qu'il s'en foutait de ce qu'ils pensaient les autres, et par rapport à sa carrière, et que concrètement,
Il avait battu John Cena dès le premier soir quand il était arrivé, chose que personne n'avait fait. Notamment, il a vanné Cesaro en faisant ça. D'ailleurs, il a affronté Rusev et il s'en est allé parce qu'il en avait marre. Donc Rusev a gagné par des comptes à l'extérieur. Et Cesaro a affronté Seth Rollins dans le main event. Malheureusement, il a perdu. Et qui est intervenu à SmackDown? Évidemment, Kevin Owens qui a port bombé Cesaro. Donc ça promet à mon avis une rivalité Kevin Owens, Cesaro, Rusev. Pourquoi pas avec un John Cena au milieu, un Fatal 4-Way pour la ceinture des États-Unis. Après, je pense pas, je pense plutôt que John Cena fera face à Seth Rollins. Et par rapport à ce qui s'est passé à Raw et par rapport à ce qui s'est passé dans le main event. Donc je vais en parler plutôt dans le main event que là pour pas spoiler tout de suite le main event, même si vous savez très bien qui a remporté, mais c'est pour faire un petit peu de teasing. En tout cas, ce match-là, voilà. Est-ce que John Cena, voilà, pour tous ceux qui aiment faire abandonner Kevin Owens, bon, moi je me dis, la chose bien, c'est qu'on n'aura pas 4e fois Kevin Owens contre John Cena à SummerSlam. En 1 contre 1, voilà, je précise. Parce que si Cesaro et Rusev viennent se greffer et qu'on a un Fatal 4-Way pour la ceinture des États-Unis lors de SummerSlam, c'est plus à 1 contre 1, donc ça compte pas. Donc ça, c'est la chose positive, parce que déjà, quand on avait eu John Cena contre Brock Lesnar 3 ou 4 fois de suite, j'en avais un petit peu marre, je trouvais que ça s'essoufflait. Là, 3 fois de suite, c'est vrai que c'est un petit peu redondant, même si à chaque fois il se passe des choses, on arrive à faire des choses, surtout du côté de John Cena qui fait d'autres prises, et oui, c'est assez hallucinant pour tous les anti-Cena. Voilà, moi c'est vrai que je me suis dit, ah oui, ils ont quand même fait abandonner Kevin Owens. En même temps, il faut savoir qu'il se passe un petit peu une petite guéguerre dans les coulisses entre Kevin Owens, entre ceux qui pensent que c'est le moment, parce que il y avait des rumeurs qui disaient qu'il gagnerait la rivalité entre John Cena et lui et qu'il serait le prochain champion des États-Unis. Donc il y en a ceux qui pensent comme ça. Et il y en a ceux qui n'y croient pas. Ou en tout cas qui disent que c'est pas le moment. Moi, comme je vous avais dit, je pensais pas que John Cena allait perdre sa ceinture à Battleground. Et que je voyais plutôt SummerSlam, puisque Battleground c'était un pay-per-view de transition. Même si vous allez voir que dans le main event, ben, c'est plus vraiment le cas. Avec SummerSlam qui est le grand rendez-vous. Et évidemment, s'il doit se passer un truc de ouf, ça doit être à SummerSlam. Même si vous allez le voir que dans le main event, tout ceci est contredit. Mais bon, la note du match, bah pareil, 6, parce que j'étais moins fan et j'ai trouvé les 2 anciens matchs meilleurs que celui-là, même si celui-là était quand même bon, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Et on finit avec le main event où Seth Rollins remettait en jeu sa ceinture WWE poids lourd contre la bête incarnée Brock Lesnar, my client. Donc autant vous dire que Seth Rollins, on l'a pas vu, hein, qu'il s'est fait mais atomiser mais comme pas deux. Il a subi 13 souplexes, un F5 et 13 si c'est le chiffre malheur. Et au bout de 13 souplexes et un F5, il a essayé, tenté, vainement, de revenir avec des low kicks et des middle kicks et des topés suicidas. Il a essayé de se barrer à un moment donné où Brock Lesnar a tapé un sprint, paf, il est passé par-dessus la barrière d'insécurité. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Et là, Brock Lesnar, qui a plutôt bien vendu le truc. Je suis pas très fan de Brock Lesnar, mais on sentait que c'était très très facile pour lui. En même temps, quand vous voyez la tête de son adversaire, on se doute que c'était facile pour lui. Et là, paf, F5. 1, 2. Et là, la musique, on savait qu'il y allait intervention. Qu'il allait avoir intervention plutôt. Le match, pour vous dire, a duré moins longtemps que le match du pré-show. Hallucinant. En même temps, on le savait très bien que Seth Rollins n'est pas capable physiquement, je pense, d'avoir un match long contre Brock Lesnar. Et là, 1-2 de l'arbitre.
Et au moment de taper 3, qui intervient? Évidemment, on savait tous qu'elle allait avoir intervention. Et j'avais tapé dans le mine. En même temps, il y avait quelques rumeurs. The Undertaker qui intervient. Un chokeslam, 2 tons sombres, paf, je m'en vais, fin du pay-per-view. À Raw, on nous a dit que, et c'est là où je vais, donc conservation du titre de Seth Rollins. À Raw, l'Undertaker était présent. D'ailleurs, on a commencé le Raw par l'intervention de l'Undertaker. L'Undertaker était présent, il est venu sur le ring. Mais alors moi, personnellement, vous savez que je suis une très grande fan de l'Undertaker. Mais même si j'étais au courant qu'il allait venir, qu'il allait intervenir à Battleground, j'étais quand même contente de le voir. Voilà mon avis personnel. Après, je savais pas du tout qu'il allait être là. Enfin si, je savais qu'il allait être là à Raw parce que on avait aussi des rumeurs, on s'était spoilé. Mais qu'elle allait débuter le show, voilà, je m'y attendais pas. Là, quand j'ai vu la musique, j'ai entendu la musique, je me suis dit, oh mon dieu, il est là, mais what? Oh, mais j'étais comme une folle, quoi. Parce que, personnellement, j'adore ce catcher. Alors, on parlera de la vague anti-Truth après. Hein, pour l'instant, tout est beau. On est dans le monde des bisounours. Donc, l'Undertaker est venu à Raw. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la parole, évidemment. Et il nous a dit comme ça. On reviendra après pourquoi je crois moyen, mais on s'en fiche personnellement. Moi, personnellement, je m'en fous. C'est comme quand ils ont fait partir Brock Lesnar et ils ont donné une raison. Bah là, ils ont donné une raison pareil. Donc l'Undertaker revient et il l'explique en fin de compte que hier soir, lors de Battleground, c'était sa vraie résurrection. Et que s'il avait attaqué Brock Lesnar, c'était juste une question de vengeance parce qu'il en avait marre d'entendre semaine après semaine, mois après mois, que Brock Lesnar était celui qui avait détruit la série d'invincibilité de l'Undertaker. Et il a conclu par tu ne peux pas tuer celui qui ne peut pas être mort. Tu reposeras en paix. You will rest in peace. Bon, c'était mieux dans sa bouche, je vous l'accorde. Et là, on a appris qu'il donnait l'invitation à Brock Lesnar, et ça a été confirmé, donc attention, méga spoil de la mort. Lors de SummerSlam, le main event sera la bête incarnée, Brock Lesnar, contre le Deadman, le hors-la-loi, The Undertaker. Le match revanche de WrestleMania 30, où attention, gros spoil numéro 2, ce sera l'Undertaker qui va gagner, et oui, je vous spoil le match 5 semaines à l'avance. Et en fait, les gens, ça va être l'attraction du SummerSlam. Donc, à mon avis, c'est pour ça que Seth Rollins, parce qu'on va se demander qui sera le prochain adversaire de Seth Rollins pour le titre. À mon avis, il n'en aura pas. Voilà, et je m'explique, parce que comme les yeux seront rivés, et ça aussi, je reviendrai après sur Sting, comme les yeux seront rivés vers l'attraction principale de SummerSlam, à savoir l'Undertaker, Brock Lesnar version 2, 2 ans après, eh bien, il faut que rien n'entache ce main event. Donc ça veut dire pas de truc de ouf, il faut que toute l'attention soit... À mon avis, c'est ce que je pense, hein, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Que toute l'attention soit portée sur Brock Lesnar, The Undertaker, avec la victoire de l'Undertaker en prime. Ce qui va servir à pas grand chose. Mais, on s'en fiche. D'ailleurs, cette histoire de vengeance, 2 ans après, on y croit moyen, mais, moi personnellement, je m'en fiche. Voilà, faut pas chercher midi à 14h, et après je vous dirai pourquoi. Tout simplement parce que, et c'est là, à mon avis, où Seth Rollins ne va pas défendre sa ceinture, parce qu'il ne faut que rien n'entache. Et c'est pour ça, à mon avis, et là ça va dépendre de combien de fois l'Undertaker sera présent entre Battleground et SummerSlam. Il reste 5 semaines. Il a déjà été présent au Raw de cette semaine. Donc là, il reste plus... Donc, combien de fois? Parce qu'on sait que ce sera un contrat à date, comme Brock Lesnar, comme un certain Sting. Le problème, c'est que vous pouvez pas mettre
dans les shows hebdomadaires Sting et l'Undertaker ensemble. Parce que ça se ferait trop... voilà, ça prendrait trop... surtout qu'ils ont à peu près les mêmes gimmicks. Sting avec son maquillage très noir, très dark. L'Undertaker, voilà, on ne le présente plus. Donc c'est ça, à mon avis, pourquoi Sting ne sera pas présent. Je pense qu'ils mettront l'accent sur l'Undertaker. Et pourquoi? Tout simplement parce que je suis l'une des rares. Parce que j'ai vu que les gens n'étaient pas très contents que l'Undertaker revienne. Que les gens préféraient qu'il reste chez lui à prendre sa retraite. Et même des gens qui ont demandé pourquoi il était là, si c'était une question qu'il avait rien à prouver. Alors, moi personnellement, je suis de ceux qui pensent que, évidemment, que l'Undertaker n'est plus celui que vous avez connu il y a 20 ans. En même temps, aujourd'hui, il a une cinquantaine d'années. Évidemment qu'aujourd'hui, vous le trouvez diminué. Moi, personnellement, je l'ai connu quand il avait fait sa rivalité deuxième du nom avec Shawn Michaels, où la carrière de Shawn Michaels était en jeu. Donc c'est pour vous dire que moi, je l'ai connu toujours comme ça. Et c'est vrai que même moi, je le reconnais contre Brock Lesnar, mais c'était... WrestleMania, c'était le pire pour moi parce qu'on voyait bien que l'Undertaker ne pouvait pas assumer un match comme ça. Contre Bray Wyatt l'année suivante, j'ai préféré, même si j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça un petit peu mou du genou, mais j'ai pris conscience qu'en fin de compte, les seuls matchs qu'on aura de l'Undertaker seront comme ça, très très lents, très très précautionneux parce que bah, c'est un homme qui est plus tout jeune maintenant, il a une cinquantaine d'années. Et voilà, il faut qu'il fasse attention à lui. Et c'est vrai que si on a le même type de match qu'il y a 2 ans, j'ai un petit peu peur pour l'Undertaker, je vous le cache pas. Mais en même temps, moi je suis ceux qui pensent que c'est son dernier tour. Voilà, c'est son dernier grand tour. C'est son dernier run jusqu'à WrestleMania l'année prochaine, qui sera chez lui au Texas. Je pense vraiment, et ça se confirme, puisque pour ceux qui se disent, oui, bon, de toute façon, après SummerSlam, il sera pas là, bah, encore un spoil, il a été prévu qu'il soit là le Raw d'après SummerSlam. Je pense que ce sera son dernier grand run, qu'on le verra souvent, pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui pensent que c'est trop, ben... attendez-vous à ce qu'on voit souvent, j'ai envie de vous dire. Pour les gens comme moi qui sont fans, ben, j'ai envie de vous dire, je suis mais happy. Et je pense que la fin de l'Undertaker, sa retraite, ce sera le lendemain de WrestleMania, chez lui au Texas, où il aura gagné, hein, déjà. Donc attendez-vous, voilà, je vous spoil un an à l'avance WrestleMania. Je ne sais pas qui sera son adversaire, parce qu'apparemment contre Sting, bah, c'est plus trop d'actualité. Je pense il gagnera, et le lendemain au Raw International, chez lui au Texas, eh bien, il prendra sa retraite, et ce sera la fin. Et je pense que là, c'est un peu son dernier, un peu comme le chant du cygne, quoi. C'est son dernier grand run, et il veut se faire plaisir, il veut un petit peu laver cet affront d'avoir 21-1-1, même si il a bien voulu que ce soit Brock Lesnar qui lui prenne sa série d'invincibilité. Storylainement parlant, laver l'affront, même si c'est pas trop du fait l'Undertaker, ben c'est toujours bien, on va dire, de gagner contre celui qui vous a battu 2 ans auparavant, surtout qu'il s'est passé 2 ans. Mais voilà, je pense qu'après Royal Rumble, je pense qu'il y sera. Pourquoi pas qu'il gagne le Royal Rumble? Moi, je le vois bien terminer avec le titre WWE poids lourd, qui gagne le Royal Rumble, qu'il affronte lors de WrestleMania le champion, qu'il devienne champion, et que le lendemain, il soit champion, et il parte, qu'on cache la mallette sur lui, et qu'il parte, ou qu'il redonne le titre à je sais pas trop qui, je sais pas, mais je vois bien un truc comme ça. Et c'est pour ça que, à mon avis, il n'y aura pas de remise en titre de Seth Rollins. Je pense que Seth Rollins affrontera John Cena, puisque John Cena, lors de Raw, a remis un petit peu en place Seth Rollins. Il lui a dit que c'était la ceinture qui faisait l'homme et pas l'inverse. Non, que c'était l'homme qui faisait la ceinture et pas l'inverse, plutôt. Il a dit que lui, c'était carrément une blague.
Il a dit que le champion c'était lui, à savoir John Cena, et pas Seth Rollins. Donc ça se cherche un petit peu. Et je me dis, est-ce qu'ils vont pas faire un champion versus champion match où John Cena gagne sur Seth Rollins. Et d'ailleurs, il l'a remercié d'être aussi pitoyable, car le vrai champion, c'était lui, John Cena, le mec combattant qui chaque semaine fait des Open Challenge, qui a redonné du crédit à cette ceinture des États-Unis, qui en avait bien besoin d'ailleurs. Et que lui, Seth Rollins, par ses actions, ce n'était pas un homme, c'était qu'un mec faible et qu'en fin de compte, le vrai champion sur le ring, c'était John Cena. Je me demande s'ils vont pas faire John Cena contre Seth Rollins, un champion versus champion match, où John Cena rive les épaules de Seth Rollins. Je sais pas. Je me dis que ça pourrait être une solution. Il y a certaines rumeurs qui nous disent que le prochain challenger de John Cena et la prochaine rivalité, ce serait Cesaro. Cesaro qui est remis en avant, ça fait du bien parce que moi, j'adore personnellement Cesaro. Je trouve que ce catcheur, quand il est sur un ring, mais il vend un petit peu du rêve. Et qui remporterait cette ceinture? Ce serait Cesaro, la ceinture des États-Unis. Pourquoi pas, puisqu'on sait que Tyson Kidd, malheureusement, est en convalescence, qu'à mon avis, c'est un petit peu mort pour qu'il remonte un jour sur le ring. Et voilà, ce serait une contrepartie que de donner une ceinture à Cesaro. De toute façon, on murmure que John Cena, après la rivalité d'être plus champion des États-Unis, il serait rebooté en main eventer autour de la ceinture poids lourd WWE. Donc voilà, mais ça c'était les rumeurs qu'on avait. Si c'était Kevin Owens qui remportait le titre maintenant, comme il n'a pas remporté le titre, à moins qu'on ait un Fatal 4-Way qui remporte le titre, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, le seul match qu'on soit sûr d'avoir lors de SummerSlam, c'est The Undertaker contre Brock Lesnar. Le match, très certainement qu'on aura, ce sera la Wyatt Family, donc Bray Wyatt, Luke Harper et le quatrième membre de la Wyatt Family contre Sting, Roman Reigns et Dean Ambrose. À mon avis, on aura John Cena contre Seth Rollins. On aura très certainement Owens, Rusev et Cesaro. Pourquoi pas? À moins qu'on nous grave ça avec John Cena, un Fatal 4-Way. On aura les filles en action, Team Bad contre Team Bella contre Team Page. Ça c'est pratiquement sûr. Adrian Neville contre Stardust, vous pouvez mettre une petite croix dessus. Évidemment le titre tag team qui sera remis en jeu. Le titre intercontinental, à mon avis, Ryback sera de nouveau sur pied, donc il affrontera très certainement les personnes qu'il aurait dû affronter là lors de Battleground, à savoir Big Show et le Miz. Je pense que si Ziggler est de retour lors de SummerSlam, nous aurons plutôt Ziggler contre Rusev avec Lana et Summer Rae. C'est bien parti pour. S'il est toujours en train de faire le film de la WWE, nous aurons plutôt Rusev, Owens et Cesaro. Donc voilà un petit peu près la carte qui se dessine et la carte qu'on aura lors de SummerSlam. Et pour moi, bah voilà, c'est une carte de rêve. Avoir l'Undertaker à SummerSlam, avoir Sting, avoir les champions NXT, avoir Cesaro, Cena, voilà, voilà, pour moi, ça va être, je pense, le meilleur des SummerSlam. En même temps, j'en ai pas vu beaucoup, donc je serai pas très, ce sera pas très compliqué pour moi. Mais voilà, c'est victoire donc par disqualification de Brock Lesnar. Donc évidemment, ça suppose que Brock Lesnar aura une nouvelle chance contre Seth Rollins. Je pense qu'il va gagner le titre après qu'il en aura fini avec l'Undertaker à SummerSlam. Donc je pense qu'il gagnera le titre parce qu'on sait d'ores et déjà à peu près que le prochain adversaire de Seth Rollins ce sera
Triple H lui-même, qui remettrait un petit peu en place Seth Rollins. Donc voilà à peu près les news qu'on pourrait dire. D'ailleurs, à propos des news, alors je sais pas encore si je vais les continuer jusqu'au prochain pay-per-view SummerSlam, puisque ça va dépendre d'un projet. Voilà, je vais pas vous dire le projet encore parce que ça va dépendre si ça marche ou pas. Donc j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs. Donc je vais tester ça. Et si ça marche, vous aurez, je pense, les news jusqu'à SummerSlam. Mais après SummerSlam, je pense arrêter les news parce que SummerSlam c'est quand même un grand pay-per-view. Et voilà, c'est l'un des Big Four comme on dit. Mais je pense qu'après SummerSlam, j'arrêterai les news de Marie parce que vous n'êtes pas assez nombreux à regarder ça. Par exemple, la semaine dernière, alors pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, il y a eu personne qui a regardé les news. Cette semaine, je crois que vous êtes que 4 personnes à avoir regardé. Donc moi, ça me demande quand même du travail de faire le PowerPoint, de reprendre les news et de regarder sur d'autres sites et tout ça, ça demande du temps. De faire le PowerPoint, de le mettre en ligne. Alors c'est pas la chose qui me prend le plus de temps, mais c'est quand même du temps de perdu. Et en fin de compte, si ça, comme il y a plein d'autres personnes qui font ça et que moi je passe après, évidemment que j'ai une moindre exposition qu'eux, c'est normal que vous regardiez pas. Ça, je comprends tout à fait. Mais faut comprendre aussi que moi, je vais pas continuer à faire quelque chose alors que ça marche pas. Je pense continuer jusqu'au mois de SummerSlam et après j'arrêterai. Et peut-être que vous aurez donc ce projet. En tout cas, si c'est pas possible par la version A, j'ai une version B. Et vous aurez ce sera juste un peu plus long. Vous aurez, quoi qu'il arrive, ce projet qui sera mis en place, soit par la version A, soit par la version B. Voilà, c'était tout pour ce bilan de Battleground. Alors j'ai oublié de donner la note du main event. Donc la note du main event. Écoutez, le match en lui-même, voilà, c'était un match typique de Brock Lesnar. Moi, c'est surtout l'Undertaker que j'ai bien aimé. Je vais lui donner 7, voire un petit 8, parce que j'ai bien aimé cette fin, contrairement aux gens qui n'ont pas trop apprécié. Moi, j'ai bien aimé. De toute façon, on savait que quelqu'un allait intervenir. On savait pas trop qui, pardon. Que ce soit l'Undertaker. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Après, j'espère que le match du SummerSlam entre l'Undertaker et Brock Lesnar ne sera pas le même calvaire qu'il y a 2 ans à WrestleMania, parce que je pense qu'on se souvient tous de ce match assez catastrophique. Et donc, j'espère juste, voilà, qu'ils vont pas faire la même bêtise, parce que voilà, j'aimerais pas revoir ça une deuxième fois de suite. Déjà, la première fois, j'étais mal pour l'Undertaker, mais alors la deuxième fois, je vous raconte pas. Donc voilà. Le pay-per-view en général, le bilan. Écoutez, moi, bizarrement, j'ai bien apprécié ce pay-per-view parce que je pensais que ça allait être un pay-per-view de transition. Et en fin de compte, le fait d'avoir fait revenir l'Undertaker et ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown avec les rivalités qui se lancent assez rapidement et de ce qu'on peut prévoir de ce qui va se passer à SummerSlam, en fin de compte, j'ai trouvé que c'était un bon pay-per-view de transition. Et le fait d'avoir amené l'Undertaker, tout de suite, ça lui a donné de la hype. Parce que quoi qu'on dise de cet homme-là, il pourra faire un match complètement raté. Que l'aura, voilà, son aura, voilà, je trouve ça assez impressionnant, l'aura qu'il dégage encore. Et on lui pardonne tout, quoi, parce que c'est l'Undertaker. Et je pense, voilà, il va se faire plaisir une dernière fois et il prendra sa retraite à WrestleMania de l'année prochaine chez lui, en ayant gagné, évidemment. Et voilà, le pay-per-view en général. Voilà, moi, je pensais que ça allait être juste un pay-per-view de transition, comme la plupart des pay-per-view de transition. Et en fait, j'étais assez surprise parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était un bon pay-per-view de transition. Que ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown, ça nous a vraiment lancé sur SummerSlam.
que SummerSlam ça va être un truc de ouf avec l'Undertaker, Sting et les filles de NXT, avec les rivalités qui se sont lancées rapidement alors qu'on est encore à 5 semaines de SummerSlam. Ça promet que du bon, et pour ça, bah, ça mérite un bon set pour Battleground. N'hésitez pas, vous, à dire en commentaire bah, si vous avez aimé ou pas ce pay-per-view, ce que vous avez le plus apprécié, le moins apprécié, si l'Undertaker, son retour, ça vous fait plaisir comme moi, ou si vous êtes de ceux qui trouvaient que bah, il est vraiment temps qu'il prenne sa retraite. Si les matchs annoncés ou les matchs rumeurs annoncés pour le prochain pay-per-view SummerSlam, eh bien si ces matchs-là vous font envie. Voilà, c'était tout. Je viens de me rendre compte qu'évidemment, comme à chaque fois que je vous dis que ça allait être un bilan assez court, évidemment, on fait 40 minutes. Mais bon, je pense que vous avez l'habitude avec moi. Hein. Il faudrait que j'arrête de dire au début de vidéo, ce sera court, puisqu'à chaque fois, là, ce qui a été plus long, évidemment, c'était le main event avec tout ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown. Voilà. Bah écoutez, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Avant de finir, oui, voilà, j'allais oublier encore un truc. Je voudrais remercier la personne qui a partagé la dernière vidéo des pronostics de Battleground. Donc merci à toi. Alors je me souviens plus de ton pseudo. Malheureusement, alors attendez, je vais essayer de voir. Non, malheureusement, on peut pas voir depuis mon portable. Donc voilà, malheureusement, désolé, j'ai oublié ton pseudo. Mais voilà, je voulais te remercier d'avoir partagé ma vidéo. Puisque vous êtes, en plus, je voudrais vous remercier vous aussi, parce que vous êtes plus de 60 à avoir regardé ces pronostics de Battleground. Donc merci beaucoup, ça m'a fait énormément plaisir de voir que vous étiez aussi nombreux à regarder mes pronostics de Battleground. Surtout quand on sait que je viens après tous ces grands youtubeurs et que évidemment je suis moins exposée. Donc merci beaucoup. Merci à toi d'avoir partagé ma vidéo. Écoute, ça m'a fait énormément plaisir. Et voilà, c'était tout. Voilà, c'est le mot de la fin. Donc je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. On se dit rendez-vous pour les news très certainement jusqu'à SummerSlam. Après j'arrêterai pour ce projet secret. Et pour le podcast en septembre sur mes séries préférées. Et très certainement pour la vidéo, le partage de vidéos de Callisto qui, je vous rappelle, mettra sa chaîne Twitch, ouvrira plutôt sa chaîne Twitch. Que vous pouvez suivre. Oui, aussi, j'allais oublier. J'aimerais faire un petit coucou à Thomas, alias Dark Snake, qui a un site, Catch Rules. Donc, si vous avez envie, voilà, je lui avais dit que je lui ferais un petit peu de promo parce que j'ai découvert ça sur Facebook. J'étais même pas au courant que c'était lui qui avait fondé ça. Donc voilà, Catch Rules sur Facebook, vous pouvez trouver. Donc voilà, petit coucou à Thomas alias Dark Snake et Catch Rules qui m'a invité d'ailleurs pour faire les pronostics de SummerSlam. Donc merci à toi d'avoir pensé à moi. Malheureusement je pense pas que je le ferai parce que je vous prépare aussi quelque chose pour SummerSlam. Donc voilà, ça y est, maintenant c'est vraiment tout. Je vais refaire la fin de la phrase. Donc comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. On se retrouve pour les news, pour le projet secret et pour la rediffusion de la première de Callisto sur Twitch. Merci à la personne qui a partagé la vidéo des pronostics de Battleground. Merci à Thomas. Et c'était tout pour moi. On se dit à une prochaine fois. Et plein de grandes choses pour vous. Ciao, ciao!